J'ai dessiné les deux un petit peu, la voie nodouicienne en bleu. Allez, on va mettre la lettre en bleu. Un peu de couleur. Voilà, ça c'est la voie nodouicienne. Et la voie accessoire, je vais la mettre en rouge. Voilà, et vous avez ici, par exemple, une sinusale qui est là. Très bien. Et donc, on avait dit que quand il y a une voie accessoire, finalement, vous avez deux voies possibles entre oreillette et ventricule. En plus de la voie nodouicienne, il y a la voie accessoire. Très bien. Et ces deux voies, est-ce qu'ils sont faits de tissu excitable? Oui. Oui, très bien. Donc, est-ce qu'elles ont une période réfractaire? Oui. J'imagine que oui, tout tissu excitable a une période réfractaire. Mais il y a un problème, lequel, c'est qu'elles n'ont pas, ces deux voies n'ont pas forcément la même période réfractaire. Donc, vous avez quoi finalement? Vous avez deux voies de conduction parallèles à période réfractaire différente. Et quand vous avez deux voies parallèles à période réfractaire différente, ça vous crée quoi? Décalage. Un quoi? Une quoi plutôt? Une réentrée? Une réentrée, Réentrée. exactement. Alors, ce n'est pas une, en fait, c'est un. Ça ne crée pas de réentrée, ça crée déjà quoi? Un circuit de réentrée. Exactement, voilà. Circuit de réentrée où je mets un substratum arythmogène potentiel. Bien, qui ne va pas forcément se déclencher en rythme sinusal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le rythme sinusal est tellement lent, n'est-ce pas, qu'il laisse à la fois la voie nodouicienne et la voie accessoire de sortir de leur période réfractaire. Et donc, vous allez avoir cette fameuse onde delta, élargissement des QRS, mais le rythme reste à commande sinusale, c'est-à-dire pas d'arythmie avec la fréquence sinusale normale. Vous me suivez ou pas? Par contre, si le patient fait une extrasystole auriculaire, et j'avais dit que les extrasystoles, si vous vous rappelez bien, sont des phénomènes physiologiques normaux, c'est-à-dire tout le monde en fait, même sur un cœur sain. Mais si vous avez une extrasystole qui est précoce, elle peut trouver quoi, à votre avis? L'une des deux voies en période réfractaire. Et donc, elle va initier quoi? Elle va initier quoi? La réentrée avec déclenchement d'une tachycardie. Et là, je vais avoir plusieurs scénarios possibles. Dans le premier scénario, vous allez voir, eh bien, c'est la voie nodoïcienne qui est disponible car sortie de sa période réfractaire, et c'est la voie accessoire, le faisceau de Kent, qui est en période réfractaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Eh bien, l'excitation, qui est précoce, trouve une seule voie, l'autre n'est pas encore disponible, elle va s'engager uniquement dans la voie nodoïcienne. Et ça va s'accompagner de quoi? L'intervalle PR qui se normalise, qui n'est plus court, puisque ça passe uniquement par la voie nodoïcienne. Et un QRS comment? Fin ou large? Fin, exactement. Fin, ouais. Et donc, ça va partir vers le ventricule pour donner QRS fin parce que ça excite le ventricule par le Purkinje. Mais en même temps que ça excite le ventricule, ça prend du temps ou pas? Ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, le faisceau de Kent est sorti de sa période réfractaire. Est-ce qu'il peut conduire de nouveau? Oui, mais il va conduire dans quel sens? Rétrograde. Rétrograde, bravo. Pourquoi rétrograde? Parce que l'excitation à ce moment-là est au niveau des ventricules. Donc, il va conduire par voie rétrograde et exciter à son tour l'oreillette par voie rétrograde. Ce qui nous donne une onde P rétrograde. C'est-à-dire quoi une onde P rétrograde? C'est-à-dire un vecteur qui va de bas en haut. Et donc, waouh, c'est quoi ça? Il va un peu baisser comme ça, qui va être négatif dans les dérivations qui pointent vers le bas. C'est bon? Voilà, c'est-à-dire en des 3BF, elle va être négative. Sauf que comme elle se produit en même temps que le QRS, eh bien, celle-ci va être complètement masquée par le QRS. Elle est là, mais elle est complètement masquée. Une fois remontée à l'oreillette, qu'est-ce qui se passe? Ça prend du temps ou pas? Oui. Ça prend du temps et pendant ce temps-là, le nœud AV va en profiter pour sortir à son tour de sa période réfractaire.
eh bien, il va être disponible, l'excitation au niveau de l'oreillette, il va reconduire dans le sens antérocrâne. Et ça donne quoi? Un autre QRS fin qui va remonter par la voie accessoire pour nous donner une autre P rétrograde masquée par le QRS, qui à son tour va redescendre vers le ventricule pour donner un autre QRS fin. Et ça vous crée quoi? Ça vous crée une tachycardie par réentrée entre oreillette et ventricule. Et en anglais, on appelle comment? AVRT. Atrioventriculaire, réentrée, tachycardia. Vous suivez? Docteur, j'ai pas bien compris. C'est pas grave, ça ne prend pas l'examen. J'avais dit que Mais c'était hors j'aimerais bien programme. comprendre. Hein? Non, en fait, il y a une partie que j'ai pas comprise. C'est quand l'excitation remonte à travers le faisceau de Kent, il n'y a pas de QRS. Si, c'est deux phénomènes qui se produisent en même temps. Donc, il ne faut pas croire que ça se produit à tour de rôle. Donc, je refais peut-être mon schéma et je vais mieux expliquer. Docteur, Oui. ça ressemble à un taquet jonctionnel ou pas? Voilà, j'allais dire comment faire la différence. Va. Aljoa. Anidjan. Docteur, Quoi donc? Vas-y, parle. docteur, pourquoi les paroxystiques? Le circuit, il est toujours là. Ça, je vais y répondre. Ben, c'est bien, je suis content que ça vous intéresse, même si j'ai dit au départ que ça tombait pas l'examen. Mais c'est des trucs fréquents qui sont extrêmement importants pour votre formation. On ne travaille pas uniquement pour l'examen, n'est-ce pas? Oui. D'autant plus que l'examen va être très facile, vous allez tous l'avoir. Inch'Allah. 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 Bien, alors je refais l'explication. On va refaire le truc pas à pas. Bien. Est-ce que premièrement, dans un premier temps, vous avez compris d'où vient le problème? Et si vous avez compris ça, expliquez-moi. Expliquez-moi comme si j'étais un externe. Il vient de l'extrasystole qui n'est pas assez lente, contrairement au rythme sinusal, pour respecter la période réfractaire des deux circuits, enfin des deux voies. Oui, mais Parkinson. avant même l'extrasystole, le problème vient du fait que vous avez une voie accessoire. Oui. Dire qu'il y a une voie accessoire, dire qu'il y a deux voies de conduction parallèles. Et quand vous avez deux voies de conduction parallèles à la période réfractaire différentes, ça crée un circuit de réentrée. Vous suivez ou pas? Déjà, le wall Parkinson en existant, le fait d'exister, vous créez des quoi? Vous créez déjà un circuit de réentrée. Vous suivez? Et donc, un circuit de réentrée, on avait donné l'exemple, c'est un baril de poudre. Mais est-ce qu'un baril de poudre explose tout seul? Non. Non, ben, il faut une allumette, un briquet, je ne sais pas quoi. Et qui va jouer le rôle de l'allumette? Extrasystole. L'extrasystole, exactement. Alors, pourquoi pas le rythme sinusal? Ce rythme sinusal est tellement lent, n'est-ce pas, qu'il laisse le temps aux deux de sortir de la période réfractaire. Mais l'extrasystole qui est précoce, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est tellement précoce qu'elle trouve l'une des deux voies disponibles et l'autre en période réfractaire. Donc, au lieu de s'engager dans les deux en parallèle, elle va s'engager dans une seule. Mais en s'engageant dans une seule, elle va utiliser l'autre pour remonter et la première pour redescendre. Et elle remonte, elle initie la réentrée. Donc, cet extrasystole qui est précoce, dans un premier cas, premier scénario, parce qu'il va y avoir un deuxième, premier scénario, ben, elle va trouver quoi? Elle va trouver la voie nodo-ici disponible. Hein? Alors, peut-être comme un exemple, si vous voulez, en chiffres, imaginons que la période réfractaire de la voie nodo-ici est de 300 millisecondes et de la voie accessoire est de 500 millisecondes. J'ai un rythme sinusal de 60 battements par minute. 60 battements par minute, c'est un événement tous les combien? Tous les 1000 millisecondes. Est-ce que les deux sont disponibles? Oui. Non. 1000 millisecondes. Si, 1000 millisecondes, c'est supérieur à 300, mais c'est supérieur à 500. Et donc, les deux ont eu 1000 millisecondes pour récupérer. Donc, ils ont largement récupéré de leur période
réfractaire. Par contre, donc là, vous avez une activité sinusale tous les 1000 millisecondes. Par contre, si vous avez une extrasystole qui survient, qui est précoce, par définition, c'est une extrasystole, qui survient 400 millisecondes après le dernier rythme sinusal. Donc, c'est plus court. C'est pour ça qu'elle est précoce. 400 millisecondes. Est-ce que la voie nodocienne est disponible? Oui. Oui, ça fait 100 millisecondes qu'elle est disponible. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Mais est-ce que la voie accessoire est disponible? Non. Non. Et donc, cette extrasystole va s'engager uniquement dans la voie nodoïcienne pour m'entraîner un QRS. Mais comme le QRS a été fait par l'excitation à travers le Purkinje, ce QRS sera fin. Mais le QRS va prendre du temps pour dans le ventricule. Il va prendre à peu près 150 millisecondes. Par exemple, ça. Si j'additionne 400 à 1000 à 150, ça fait combien? 550. Après 550, est-ce que la voie accessoire est sortie de sa période réfractaire? Oui, exactement. C'est-à-dire l'excitation du ventricule à travers le Purkinje a laissé l'opportunité, a laissé du temps supplémentaire à la voie accessoire de maintenant sortir de sa période réfractaire. Mais comme l'excitation au niveau du ventricule, le ventricule, le QRS, eh bien, l'excitation va franchir la voie accessoire, non pas de haut en bas, mais de bas en haut, parce qu'elle est au niveau du ventricule. Et donc, ça vous donne une onde pérétrograde, mais comme, je pense que c'est ça que tu n'as pas compris, hein, comme l'onde pérétrograde survient pendant l'excitation du ventricule, celle-ci est complètement masquée par lui. Et donc, je ne la vois pas. Elle est là, mais je ne la vois pas parce qu'elle est contemporaine du QRS. En fait, l'électrocardiogramme, malheureusement, je ne peux pas voir toutes les ondes. S'il y a deux ondes superposées, la plus grande, le QRS en l'occurrence, masque la plus petite qui est l'onde pérétrograde. Mais elle est là. Et si elle est là, elle va faire quoi? Elle va remonter vers l'oreillette. En remontant vers l'oreillette, cette fois-ci, c'est la voie nodoïcienne qui est sortie de sa période réfractaire. Donc, elle est disponible pour être réexcitée par cette onde pérétrograde. Et vous avez tout simplement une boucle qui se crée entre oreillette et ventricule. Ça, c'est une réentrée où l'oreillette excite le ventricule par la voie nodoïcienne et le ventricule réexcite l'oreillette par la voie accessoire qui réexcite le ventricule par la voie nodoïcienne, etc. Et ça donne un QRS, une onde pérétrograde masquée par le QRS, qui se retransmet pour donner un QRS, qui redonne une onde pérétrograde masquée, qui redonne un QRS, etc. Et ça vous crée quoi finalement? Une tachycardie régulière à QRS fin, sans onde P visible. En fait, il y a une onde P, c'est une onde P rétrograde, mais masquée par le QRS. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Tout le monde a compris? Oui. Même celle qui n'avait pas compris au départ? Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Très bien. Oui, vas-y, exprimez. Est-ce qu'une tachycardie sinusale peut déclencher ce phénomène? C'est très très rare. Il faut vraiment qu'elle soit rapide. Hein. Et c'est une relève. Pas toutes les extrasystoles peuvent déclencher ça. Il faut qu'elle soit bien placée. D'accord? D'accord, merci. Question. Pour vous, c'est quoi pour vous une tachycardie régulière QRS fin sans onde P visible? C'est une tachy jonctionnelle. Jonctionnelle. Exactement. Donc, ce qui a créé la voie accessoire, ce n'est rien d'autre qu'une tachycardie jonctionnelle. Et donc, au départ, je vous ai menti. La tachycardie jonctionnelle sans mécanisme n'est pas un hyperautomatisme, ou c'est très rare que ce soit le cas. Le mécanisme le plus fréquent des tachycardies jonctionnelles, c'est quoi? Un foyer d'échappement. Non. Hyper-automatisme. C'est une extrasystole avec une voie accessoire, non? Réentrée. Ça peut être une réentrée qui utilise une voie accessoire. D'accord? C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Alors oui, là, c'est un peu difficile pour vous parce qu'on est en train de détruire une ancienne notion pour la remplacer par une nouvelle. Voilà. Vous avez une sorte d'un conflit intrapsychique, je pense. Bien. Donc, ça donne une tachycardie jonctionnelle et le mécanisme, souvenez-vous de ça, prépondérant, voilà, l'hyperautomatisme, c'est possible. Je peux avoir des tachycardies jonctionnelles par hyperautomatisme, tel qu'on l'a vu, mais c'est rare.
plus fréquemment, les tachycardies jonctionnelles sont liées à quoi? À une réentrée utilisant une voie accessoire ou pas. On va voir l'autre cas. Est-ce que c'est bon? La réponse viendra. La réponse viendra. Essayez de suivre mon rythme. Est-ce que jusqu'à là, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut tirer de ce mécanisme-là une certaine, comment dirais-je, propriété clinique de cela? Donc, ça nous explique pas quoi? Le début brutal. Alors, pourquoi le début brutal? Parce que le patient est là, il est en sinusale, extrasystole bien placé et l'arythmie se déclenche d'un coup. Voilà. Donc, le patient va probablement ressentir des palpitations et il va vous dire quoi? J'ai été assis, c'est pas venu progressivement. D'un coup, mon cœur s'emballe, je ressens des palpitations, il commence à battre rapidement. Est-ce que vous concevez le début brutal suite au déclenchement de cette tachycardie par une extrasystole? C'est bon? Oui. Oui, très bien. Oui. Est-ce que par la suite, cette tachycardie jonctionnelle va s'arrêter? Et comment elle s'arrête? Brutalement. Brutalement, oui, exactement, parce que cliniquement, c'est à début et à fin brutal. Mais pourquoi elle s'arrêterait? Elle serait victime de sa vitesse. Waouh, bravo, bravo. Comme? La torsade de pointe. Exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire que la tachycardie peut faire un tour hein, et revenir par la vanne audo-ischéenne, mais elle a fait un tour tellement rapide qu'en revenant à la vanne audo-ischéenne, celle-ci n'a pas eu le temps de sortir de sa période réfractaire. Est-ce qu'elle peut s'engager nouveau? Non. Et donc la tachycardie s'arrête. Qui fait? Brutalement. Vous suivez? Mais si elle s'arrête brutalement, elle peut faire quoi alors? Comme la torsade de pointe? Vous l'avez Une FV. au bout du clavier, je ne sais plus comment dire maintenant. Récidiver, bravo, exactement. Elle peut volontiers récidivante. Pourquoi elle est récidivante? Tout simplement, Hazi, parce que finalement, le circuit est toujours là. Eh bien, l'extrasystole a déclenché, mais une autre extrasystole peut redéclencher la même chose. Donc, est-ce qu'on peut l'aider à s'arrêter? Si on assiste à la crise, est-ce qu'on peut l'aider à s'arrêter? Oui. Oui, alors comment on peut l'aider? Par un choc électrique. Parler? Un choc électrique. Oui, ça marche. Oui, mais il y a des méthodes beaucoup plus douces que cela. Un ralentisseur du nœud AV. Exactement, oui. Ou là, on peut prolonger sa période réfractaire ou la couper sa conduction. Si je coupe la conduction du nœud AV pour au moins un seul cycle, ça s'arrête. Mais comment pourrais-je agir sur le nœud AV? Par des manœuvres particulières qu'on appelle quoi? Vagal. Vagal. Manœuvre vagale. Exactement. Et donc, c'est des tachycardies qui vont être sensibles aux manœuvres vagales. Alors, pourquoi sensibles aux manœuvres vagales finalement? Parce que tout ce qui augmente la période réfractaire du nœud AV ou qui interrompt sa conduction, eh bien, fait quoi? Peut arrêter ces tachycardies. Alors, je voulais que je vous explique ça. Oui. Oui. Très bien. Donc, vous savez très bien que le nœud sinusal a une double innervation, n'est-ce pas? Le nœud sinusal, on va le mettre en vert. Une innervation, voilà, innervation sympathique, innervation parasympathique. Que fait le sympathique au niveau du nœud sinusal? Il accélère le rythme sinusal. C'est quoi cette image? Bien. Il fait quoi? Il accélère le nœud sinusal. Et que fait le parasympathique? Il le ralentit. Il le ralentit, exactement. Donc, le vague ralentit la fréquence sinusale, voilà, à travers le vague. Bien. Sauf que le... je vais refaire le partage. Donc, est-ce que le partage est toujours là? J'ai un petit souci chez moi.
Bien. Donc, et que fait le sympathique au niveau du navet? Il augmente la vitesse de conduction. Exactement. Donc, en raccourcissant le PR, voilà. Et le parasympathique, il ralentit la conduction. Voilà. En fait, le sympathique fait deux choses. Non seulement il allonge, il raccourcit sympathique, il raccourcit la vitesse de conduction, mais il raccourcit la période réfractaire. Donc, il fait en sorte que le nœud AV sorte plus rapidement de sa période réfractaire pour pouvoir reconduire. Le parasympathique fait le contraire. Il ralentit la conduction, voire il peut même l'interrompre quand la stimulation vagale est importante, ou il prolonge la période réfractaire. Donc, moi, je vais profiter de ce fait. Pourquoi je profite de ce fait? Je vais essayer au moins de bloquer la conduction au niveau du nœud AV ou, n'est-ce pas, au moins allonger la période réfractaire de telle sorte que la tachycardie, quand elle fait un tour, elle trouve le nœud AV toujours indisponible car en période réfractaire. Donc, comment je peux stimuler le vague? Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme manœuvre vagale? Donc, qu'est-ce que j'entends par manœuvre vagale? Toute manœuvre susceptible d'augmenter le tonus du vague. Manœuvre de Valsalva. Manœuvre de Valsalva, exactement. Ou bien Le Compression massage des véno-sino-carotidien. Voilà, exactement. Est-ce que vous vous rappelez du baroréflexe? Vous vous rappelez ou pas du baroréflexe? Donc, vous savez très bien qu'au niveau du bulbe carotidien, c'est-à-dire la partie initiale de la carotide primitive, il y a quoi? Il y a des récepteurs. Il y a des barorécepteurs qui sont sensibles à la pression. Voilà. Et qui vont faire quoi? Qui vont réguler la tension artérielle. Et donc, quand il y a une augmentation de la pression par un arc réflexe qui passe par le tronc cérébral, ça va stimuler le vague qui est vasodilatateur pour faire baisser cette pression et toujours la maintenir dans un niveau adéquat. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais faire croire, je vais tromper, je vais leurrer ces barorécepteurs en leur faisant croire qu'il y a une hypertension artérielle. Comment pourrais-je le faire? En les massant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi-même exercer une pression. Donc, le barorécepteur va subir la pression de mes doigts, en fait, non pas du sang, mais lui, il ne peut pas distinguer. Lui, il connaît une seule chose, c'est la pression. Donc, il va croire que la pression qui vient de mes doigts est liée, en fait, à une augmentation de la tension artérielle. Et par l'arc réflexe, ça va stimuler le vague pour faire une vasodilatation, une hypotension, pour la faire baisser. Mais comme le vague, je le stimule partout, y compris au niveau du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire, ça peut interrompre la conduction nodale ou prolonger la période réfractaire et arrêter ces tachycardies. Donc, vous avez compris pourquoi ces tachycardies sont sensibles aux manœuvres vagales? Oui. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a mieux que les manœuvres vagales? Oui, il y a un médicament qui est mieux, qui est la striadine. Alors, est-ce que la striadine? Oui. Vous êtes sûr? Ah, exactement, oui. Alors, antiarythmique, il faut que je trouve le cours antiarythmique. Oui, non, le cours Thalès antiarythmique. Alors, je pense qu'il doit être sur des cours externes ou antiarythmique. Bien. Alors, il appartient à quelle classe, cet antiarythmique? Non classé. Non classé, exactement. C'est pas ni une, ni deux, ni trois, c'est non classé, exactement. Et donc, on va lire la phrase qui était extrêmement obscure pendant le cours. Tout le cours est obscur, mais cette phrase l'est un peu plus. Alors, la striadine n'est que l'adénosine triphosphate. Et c'est quoi l'adénosine triphosphate? Ce n'est rien d'autre que l'ATP, exactement. Voilà. Et donc, si vous injectez de l'ATP,
cette molécule va avoir un puissant effet vagomimétique, c'est-à-dire qu'elle va mimer une stimulation vagale importante qui permet d'interrompre les tachycardies sur une réentrée intranodale qu'on va voir tout à l'heure ou sur une voie accessoire. Alors pourquoi cela? Parce que la striadine a pour effet de provoquer un bloc nodal extrêmement puissant et éphémère. Donc, si je prends l'un de vous, l'un de vos camarades, par exemple, et je veux lui faire une petite blague, voilà, lui, il est normal, en sinusale, tout ça, j'ai envie de lui faire une petite blague, je vais lui injecter de la striadine. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au niveau de son ECG? BAV. Il va faire un BAV, exactement. Un BAV complet, nodal, n'est-ce pas? Un BAV extrêmement bref. Voilà. Pourquoi? Parce que la striadine va bloquer puissamment, mais très temporairement, le nœud AV. Et donc, est-ce que je peux utiliser ce médicament à profit? Oui, parce que si je réussis à bloquer le nœud AV, ne serait-ce pour un seul cycle, la réentrée s'arrête. Et si la réentrée s'arrête, le patient redeviendra sinusal. Vous suivez ou pas? Oui. Donc, finalement, que fait la striadine? C'est un petit peu une super manœuvre vagale, voilà, qui est beaucoup plus efficace que les manœuvres vagales. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Et donc, c'est tachycardie jonctionnelle, n'est-ce pas? C'est des tachycardies à fin brusque. C'est des tachycardies par réentrée d'utilisation d'une voie accessoire, ce qu'on appelle les AVRT, n'est-ce pas? Et c'est des tachycardies qui sont sensibles à la striadine et aux manœuvres vagales. Très bien. Sauf que, dans un deuxième scénario, je peux avoir un autre cas de figure. Lequel? À votre avis, lequel? Alors, qui a une idée sur ce que je vais dire? Ça passe dans le faisceau accessoire d'abord. Waouh, à ce point, je suis prévisible. Exactement. Docteur, les plaques sur l'écran. Ah, il y a des plaques sur l'écran. Nouveau partage. Pourtant, j'ai partagé un tableau blanc et non pas l'écran. C'est bon là? Non. Non. Votre micro est désactivé, non? Docteur, on vous entend pas. Très bien. Est-ce qu'il y a toujours les plaques? Oui, docteur. Ah, c'est bizarre ça. Il faut, je crois, arrêter complètement le partage et le relancer. Ok, donc arrêtez complètement le partage. Donc nouveau partage, non pas nouveau partage. Voilà. Et là? Écran noir. Toujours. Toujours, hein? Attendez, je vais essayer de l'arrêter de mon côté. Essayez de relancer le partage maintenant. Très ravork. Alors, est-ce que je suis sur quel... Ouais, j'ai essayé de relancer le partage. Et là? C'est bon, c'est réglé.
Il n'y a plus de plaque? Oui. Oui. Bien. Donc, je disais que ces tachycardies étaient tachycardies par orientée ventricule, utilisant une voie accessoire, n'est-ce pas? Ça descend par la voie nodo-ischienne et ça remonte par la voie accessoire dans l'exemple qu'on a vu. Et ces tachycardies donnent des tachycardies régulières QRS fin. Et donc, c'est des tachycardies jonctionnelles. En fait, on les appelle jonctionnelles pas pour cette raison, mais une raison toute simple, c'est que ça passe obligatoirement par la jonction. Et donc, la jonction est un passage obligatoire. Moi, je vais profiter de ce fait, le fait que la jonction, c'est obligatoire, en faisant quoi? En interrompant ces tachycardies, en bloquant le nœud AV. Bien. Le nœud AV, je peux le bloquer soit par les manœuvres vagales, soit par la striadine. Et donc, ces tachycardies vont être sensibles aux manœuvres vagales et à la striadine. Très bien. Alors, dans un autre cas de figure, je peux avoir l'effet suivant. Bien. Le patient est toujours en rythme sinusal, tout se passe bien, pas de souci. Il y a le Wolf, la préexcitation, tout ça. Et puis, il y a une extrasystole. Mais dans ce cas-là, l'extrasystole va trouver la voie nodo-ischienne en période réfractaire et la voie accessoire disponible. Et donc, est-ce qu'elle va s'engager dans les deux? Non. Elle va s'engager uniquement, oui, Bon, accessoire. dans la voie accessoire, exactement. Et ça va donner quoi? Ça va donner un QRS large. Vrai ou pas? Très large. Pourquoi très large? Parce que tout le QRS est excité uniquement par la voie accessoire et donc de proche en proche. Mais après, quand elle circule dans le ventricule, la voie nodo-ischienne est sortie de sa période réfractaire. Donc, elle peut remonter l'excitation et entraîner une onde pérétrograde masquée par le QRS large. Quand elle revient en haut, la voie accessoire est sortie de sa période réfractaire et elle peut réexciter le ventricule par la voie accessoire, entraînant un QRS large. Et donc, c'est strictement le même mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. C'est strictement la même chose. Qu'est-ce qui diffère? Le sens de rotation. C'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a vu il y a un instant, ça descendait par la voie nodo-ischienne et ça remonte par la voie accessoire. Mais dans l'exemple qu'on voit maintenant, ça descend par la voie accessoire et ça remonte par la voie nodo-ischienne. Mais comme les QRS sont excités par la voie accessoire, ça vous donne quoi? Une tachycardie régulière à QRS large, monomorphe. Voilà. Et là, elle peut être confondue avec quoi? La TV. ATV. On a un TSV avec un bloc devant. Non, pas un bloc avec un Wolf Parkinson White. Et donc, ça aussi, c'est une AVRT. AVRT, pourquoi? Parce que vous avez l'oreillette qui excite le ventricule et le ventricule qui excite l'oreillette. Donc, c'est une atrio-ventriculaire réentrée tachycardia. Et donc, on a combien de types d'AVRT? Deux. La première, c'est orthodromique AVRT. Ou je mets orthodromique. Orthodromique, ça veut dire droit, dans le bon sens. C'est-à-dire que la jonction est traversée dans le bon sens. Les ventricules sont excités dans le bon sens. Ce qu'on appelle orthodromique. Et celle-ci peut être un QRS fin ou large? Fin. Et puis, l'antidromique AVRT, c'est-à-dire que la jonction est traversée dans le sens inverse. Celle-ci va être comment? À QRS large. À QRS large, exactement. Question. Est-ce que cette tachycardie antidromique AVRT à QRS large est sensible aux manœuvres vagales? Non. Oui. Non, normalement, oui. Oui, exactement. Alors, pourquoi oui? Parce que le nœud AV est un passage obligatoire. Et donc, moi, je vais agir sur le vague, mais en fait, pourquoi j'utilise le vague ou la striadine? C'est pour agir sur le nœud AV. Docteur, Oui, dans la TSV avec un bloc de branche, ça donne la même aspect. un peu. On laissera ça pour l'oral. Essaye de comprendre ce que je suis en train de dire. Yak. D'accord, d'accord. Bien. Donc, finalement,
une voie accessoire, exactement, les deux sensibles aux manœuvres vagales ou à la striadine. Et donc, une voie accessoire, hein, finalement, peut donner des arythmies. Elle donne quoi comme arythmie, une voie accessoire? Eh bien, elle donne des tachycardies jonctionnelles par réentrée atrio-ventriculaire. Mais ces tachycardies jonctionnelles par réentrée atrio-ventriculaire sont de deux types. Voilà. Soit orthodromique, c'est-à-dire à QRS fin, soit antidromique à QRS large. Mais même à QRS large, elle est dite jonctionnelle. Pourquoi? Parce que la jonction est toujours un passage obligatoire de cette tachycardie. Pour preuve, ces tachycardies sont premièrement à début arrêt brutal, parce que le mécanisme est une réentrée, et deuxièmement, ces tachycardies sont sensibles aux manœuvres vagales. Très bien. Donc, question pour vous. Si vous avez une tachycardie régulière QRS large monomorphe, quels sont les trois diagnostics à évoquer? NTV. TV monomorphe. Premier. Très bien. Premier diagnostic à évoquer par principe, et c'est une TV monomorphe jusqu'à preuve du contraire. Quoi d'autre? Ou bien un TSV avec un Wolff Parkinson White, ou bien un TSV avec... Donc maintenant tu as évolué. Donc, comment on appelle TSV avec Wolff Parkinson White? Tachycardie jonction. Une AVRT. Oui, mais laquelle? Antidromique. 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 Exactement, voilà. Donc, finalement, c'est précisément laquelle pose un problème diagnostique différentiel. Et c'est l'antidromique AVRT. Donc, trois diagnostics à évoquer devant une tachycardie régulière QRS large, monomorphe, lesquels? TV monomorphe jusqu'à preuve du contraire, TSV avec bloc de branche fonctionnel organique, n'est-ce pas? Et puis, antidromique AVRT. Pourquoi l'antidromique AVRT? Parce que c'est celle qui donne quoi? Tachycardie QRS large, régulière et monomorphe. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, c'est noté comme un autre élément. Hein, et j'espère que vous allez répondre. Et si vous répondez à ça, je serai heureux. Hein. Enfin, peut-être pas toute ma vie, mais au moins pour la fin de la journée. Dites-moi, comment différencier laquelle manœuvre? Allez, je vais faciliter la question parce que j'ai envie d'être heureux. Quelle manœuvre permet de différencier une TV d'une antidromique AVRT? Et comment? Ou quel médicament? On donne de la striadine et si ça ne marche pas, c'est que c'est une TV. Exactement. Bravo, tu me rends heureux. On donne la striadine. Donc, si elle est sensible et si elle s'arrête, c'est-à-dire que c'est une tachycardie périentrée qui passe obligatoirement par le nœud AV. Maintenant, si elle ne s'arrête pas, ça ne lui fait rien. C'est-à-dire que le processus de la tachycardie ne passe pas par le nœud AV. Et donc, c'est une TV. Avez-vous compris cela? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, Oui, oui. exactement. Monsieur, Et donc, si vous- Est-ce que oui. vous pouvez très rapidement répéter cette notion? bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez très rapidement répéter parce que j'ai eu une coupure de trucs, du coup, j'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu depuis le départ? Non, juste la dernière notion. Très bien. Alors, la dernière notion, on avait dit qu'une tachycardie, tachycardie antidromique AVRT donne une tachycardie QRS large monomorphe. Donc, c'est celle-ci qui pose un problème différentiel sur le Wolff avec une TV. Hein? Donc, si je vous pose un croc à l'examen, allez, alors celui-là, tu ne vas pas tomber. Hein? Bien qu'il soit facile, mais l'examen va être encore plus facile que celui-là. Donc, je peux poser le croc suivant. Hein? Quelle est la tachycardie qui survient sur un Wolff Parkinson White et qui peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une TV? Antidromique AVRT. Antidromique AVRT, exactement. Et pourquoi? Parce que celle-ci, quand c'est antidromique, ça me donne une tachycardie QRS large, monomorphe et régulière. Maintenant, quelle manœuvre ou quel test thérapeutique permet de les différencier, de faire la part des choses? C'est la striadine. Si j'injecte la striadine et ça ne fait rien, la tachycardie ne s'arrête pas, c'est quoi? C'est qu'elle est ventriculaire. Si maintenant, en injectant de la striadine, cette tachycardie s'arrête, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est une antidromique AVRT. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Très bien. Alors, le jour de l'examen, Mohamed, tu ne dis rien parce que ce n'est pas une question qui va tomber à l'examen. Voilà. Docteur, Les questions d'examen seront d'une facilité
et je suis sûr que la moitié d'entre vous, quand ils découvrent le sujet, ils vont m'insulter. Voilà. Pourquoi ils vont m'insulter? Parce pour vous dire, oui, vas-y. Docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez vous réexpliquer l'attaque. Oui, c'est bon, merci. Antidromique? Oui, c'est parce que j'ai une coupure de connexion, j'ai pas entendu. Parfait, oui, mais je ne peux pas répéter à chaque fois qu'il y a une coupure, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je vais le faire pour la dernière fois. Écoute-moi bien. Donc, on a vu qu'il y avait un circuit de réentrée, même des autres, hein, ça vous fera une révision. Donc, on a vu qu'il y a un circuit de réentrée créé par la voie accessoire, et donc, ça nous crée quoi? Deux voies parallèles à période réfractaire différentes, circuits de réentrée, et qu'une extrasystole pouvait initier la réentrée. Est-ce que tu suis? Sauf qu'un circuit de réentrée peut tourner dans un sens ou tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous avez un cercle, voilà, un circuit. Mais un circuit, c'est deux sens de rotation possibles. Et donc, vous n'allez pas avoir une sorte de tachycardie, mais deux. Selon le sens de rotation, si ça ne descend pas la voie nodoïcienne et ça ne remonte pas la voie accessoire, ben, ça donne des tachycardies QRS fin, parce que le ventricule est excité par la voie nodoïcienne. Par contre, si ça tourne dans l'autre sens, et dans ce cas-là, excuse-moi, on l'appelle orthodromique AVRT. Et donc, l'orthodromique AVRT à QRS, fin. Maintenant, si ça descend dans l'autre sens, parce que l'extrasystole en question qui déclenche ça trouve la voie nodoïcienne en période réfractaire et la voie accessoire disponible, elle descend par la voie accessoire et elle remonte par la voie nodoïcienne. Elle tourne dans un sens inverse. Et dans ce cas-là, le ventricule se fait exciter par la voie accessoire et ça donne une tachycardie régulière à QRS large monomorphe qui peut prêter à confusion avec une TV. Donc, quelle tachycardie sur Wolf qui prête confusion avec la TV? C'est l'antidromique AVRT. C'est celle qui tourne dans le sens voie accessoire, descente, remontée par la voie nodoïcienne. Mais il y a une différence qui permet de les distinguer. Laquelle? C'est que la tachycardie jonctionnelle sur voie accessoire passe par la jonction, même si c'est dans le sens rétrograde, et donc elle restera sensible à la striadine ou aux manœuvres vagales. Et donc, je pourrais utiliser un test thérapeutique. Je reçois un patient, je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il a un Wolf. Je remarque qu'il fait une tachycardie à QRS large monomorphe et régulière. Mais écoute, moi, comme j'ai appris, je cherche d'abord la dissociation. Je n'arrive pas à la trouver. Je cherche les complexes de capture. Je ne trouve pas. Fusion, je ne trouve pas. Je suis embêté. Il me reste un dernier recours. J'injecte la striadine en faisant un test thérapeutique. Si ça marche et que la tachycardie s'arrête, eh ben, c'est une antidromique AVRT. Si par contre ça ne lui fait rien, c'est que c'est une TV. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Est-ce que c'est clair même pour la personne qui n'a pas entendu parce qu'il y avait une coupure? Merci, docteur. C'est bon? Sûr? Oui, Je peux répéter une troisième fois. c'est gentil, merci. Et là, c'est tout le groupe qui va t'insulter. Hein. Bien. Alors, dernier élément. Est-ce que ce Wolf qui est chez le même patient, est-ce que le même patient qui a un Wolf peut faire soit des antidromiques, soit des orthodromiques ou les deux en même temps? Question pertinente. Soit l'un, soit l'autre. Parce que soit la période réfractaire d'une atrioventriculaire est plus grande, soit elle est plus petite. Ben, écoute, ça me fait très plaisir que tu te trompes parce que c'est un raisonnement qui tient la route. Voilà, c'est-à-dire que tu raisonnes bien que la réponse est fausse. L'essentiel, c'est que le raisonnement soit juste. En fait, ce que tu ne sais pas, ce qui te manque à ton raisonnement, c'est que ces périodes réfractaires ne sont pas fixes. Peut-être que celle de la voie accessoire est fixe. Mais la voie nodoïcienne, ça peut être influencée par quoi? Et je l'avais dit tout à l'heure. Sympathique pas. Par? Le système nerveux autonome. Exactement. Le système nerveux autonome et le sympathique et le vague. Et donc, si, par exemple, hein, dans un premier temps, ben, il y a une stimulation sympathique hein, parce que le patient est en train de faire un effort ou il est stressé, ben, la stimulation sympathique va raccourcir hein, la période réfractaire de la voie nodoïcienne qui va devenir plus courte que la voie accessoire. Et le patient, s'il y a une extrasystole, peut déclencher quoi? Une orthodromique ou une antidromique? Une orthodromie. Orthodromique, bravo, exactement, voilà, très bien. À un autre moment de la journée, il est extrêmement détendu, il dort même la nuit peut-être, n'est-ce pas?
Et là, il y a une hypertonie vagale. Et le vague fait quoi pour la période réfractaire? Il allonge. Il l'allonge. Elle peut même devenir plus grande que celle de la vague accessoire ou la plus longue. Plus longue. Et donc, ce patient, s'il y a une extra-systole, peut déclencher quoi? Orthodromique. Voilà. Et ce que je viens de dire explique le fait que les deux tachycardies peuvent coexister chez le même patient. Pourquoi? Parce que les périodes réfractaires, c'est pas... Il est sympa, sympa. Docteur, on vous entend pas. Je me suis reconnecté. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Très, très bien. Parfait. Alors, dernier élément. Docteur, Oui. est-ce qu'on a un retour à la ligne de base ou non? Voilà, très bonne question. Oui, mais oui, normalement, oui. Quand tu as un espace entre les QRS, tu as retour à la ligne de base. Ouais. Mais le Docteur. mécanisme très. Ouais, exactement, oui. Ouais. Tu veux que je t'explique? Ça te sera Oui. pas la question? Alors, qu'est-ce qui donne le retour à la ligne de base? C'est qu'il peut y avoir une réentrée, et il peut y avoir un temps où la réentrée traverse le nœud AV. Mais est-ce que l'activité du nœud AV est assez importante pour être détectée sur l'électrocardiogramme? Comme le fait le PR. Non. Non. Et donc, il peut y avoir un retour à la ligne de base qui correspond à quoi? La traversée de la réentrée du nœud AV. Fahmtini? Oui. Docteur, Quand je fais des cours aux externes, ils posent pratiquement tous la même question, ce qui est normal. Mais la question, on ne me l'a jamais posée. Hein. Bravo pour la question. Toi, tu es une anticonformiste, non? Oui, je vous écoute. Une autre question? docteur, pour la tachycardie antidromique, normalement, le traitement, il n'est pas efficace, non? N'agit pas sur le nœud AV. Si. Alors, pour l'antidromique ou l'orthodromique, la striadine agit sur le nœud AV. Pourquoi il ne serait pas efficace? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la striadine bloque la conduction nodale dans le sens antérograde, mais aussi dans le sens rétrograde. D'accord? Et donc, la réentrée tourne dans un sens antérograde ou dans le sens rétrograde, je suis en train de dessiner, eh bien, ça passe par le nœud AV. Et si je bloque la conduction au niveau du nœud AV par les manœuvres vagales ou la striadine, et bien, que ça tourne dans un sens ou dans l'autre sens, c'est bloqué, la tachycardie s'arrête. Donc, les deux sont sensibles. C'est bon? Oui. Parfait, très bien. Bien, question. Parce que là, ça va être bientôt midi et midi, on a colloque. Donc, je dois partir, je dois finir avant de partir. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le sinus coronaire? C'est un petit nœud qui se situe à l'oreillette droite. Exactement. Ce n'est pas un nœud, c'est un trou. Alors, sinus coronaire, enfin, l'ostium du sinus coronaire qui est le trou. Sinus coronaire, en fait, c'est une veine et c'est la veine qui draine la circulation coronaire. La circulation coronaire, ce n'est pas uniquement les artères coronaires, c'est les artères, les capillaires et les veines. Et les veines coronaires se drainent par une veine centrale qu'on appelle le sinus coronaire qui s'abouche. Alhamdoulilah.
peut-être un Covid, qui s'abouche au niveau près du nœud AV. Vous me suivez ou pas? Et donc, l'oreillette, hein, voilà, l'oreillette droite, pour la dessiner. Oups. À 3 trous, 2 par lesquels passent les retours veine cave inférieure supérieure et un trou situé au niveau près du nœud AV par lequel se fait le drainage, le retour de la circulation coronaire. Vous me suivez? Ah oui. Ouais, très bien. Et donc, ce trou hein, au niveau de l'oreillette près du nœud AV, finalement, hein, c'est un trou, hein, c'est un obstacle. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'excitation vient d'une sinusale à l'état normal, hein, il n'y a pas d'anomalie, hein, il n'y a pas d'anomalie congénitale, rassurez-vous. Quand l'excitation passe d'une sinusale pour traverser l'oreillette de proche en proche, et ça donne une onde P. Qu'est-ce qu'elle trouve sur son chemin pour rejoindre le nœud AV? Le sinus coronaire. L'ostium du sinus coronaire. Qu'est-ce qu'elle est, elle est obligée de faire quoi? Contourner. Contourner, exactement. Donc, elle va passer de part et d'autre du sinus coronaire pour rejoindre le nœud AV, n'est-ce pas? Voilà, comme si vous avez une rivière. Voilà, vous avez une rivière, voilà, avec un flux. Vous avez un rocher au milieu. Que fait l'eau? Il est obligé de partir de part et d'autre. C'est un peu pareil. Et donc, il y a combien de voies qui accèdent au nœud AV? 2. 2 voies. Parallèles ou pas? Est-ce que ça fonctionne en parallèle? Oui. Oui. Exactement. Et ces 2 voies hein, constituent quoi alors? 2 voies en parallèle? 2 périodes réfractaires différentes. Différentes. Et 2 voies parallèles à période réfractaire différentes. Circuit de réentrée. Circuit de réentrée, exactement. Qui dit circuit de réentrée dit arythmie potentielle. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, imaginons qu'on est en rythme sinusal, tout va bien, pas de souci. Le rythme sinusal est gentil, rappelez-vous. Il est tellement lent qu'il laisse le temps aux 2 voies de sortir de leur période réfractaire. D'accord? Mais si j'ai une extrasystole auriculaire, qu'est-ce qui se passe? Elle peut trouver l'une des 2 voies disponibles en période réfractaire. Et donc, est-ce qu'elle va s'engager dans les 2? Non, elle va s'engager uniquement dans une seule voie. Alors, je vais mettre un peu de couleur en rouge. Voilà. L'autre étant en période réfractaire. Et donc, elle va pénétrer le nœud AV pour donner un QRS. Mais en même temps, en pénétrant le nœud AV, est-ce que ça prend du temps? Oui. Oui. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? L'autre voie, que je vais mettre en bleu, la voie bleue, va sortir de sa période réfractaire. Elle peut reconduire ou pas? Oui. Oui, mais elle conduit dans quel sens? Oui, l'excitation au niveau du nœud AV. Ça descend vers le ventricule et ça remonte par la deuxième voie qui maintenant est sortie de sa période réfractaire. Et ça donne quoi? Une onde P rétrograde masquée par le QRS. Pourquoi masquée par le QRS? Parce qu'en même temps que ça descend vers le ventricule, en même temps, ça remonte par la deuxième voie d'accès du nœud AV. Mais en remontant, est-ce que ça consomme du temps? Oui. Oui, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La première voie est sortie de sa période réfractaire. Est-ce qu'elle peut reconduire? Oui, elle peut. Oui, très bien. Mais l'excitation est à quel niveau? L'oreillette. Et donc, elle conduit dans le sens de haut en bas. Et ça entraîne quoi? Ça pénètre le nœud AV, ça descend vers le ventricule pour donner un QRS, mais en même temps, ça remonte pour donner une onde P rétrograde, masquée par le QRS, qui redescend vers le ventricule. Et ça entraîne quoi alors? Un circuit de réentrée. C'est plus qu'un circuit. Là, on va déclencher la réentrée. Et la réentrée nous donne quoi? Une tachycardie régulière. Un QRS fin, sans onde P visible. Et comment on appelle ça?
Tachycardie jonctionnelle. Bravo, exactement. Sauf que celle-ci n'utilise pas une voie accessoire. Celle-ci est dite une tachycardie par réentrée intranodale. En fait, ce n'est pas intranodal, c'est atrionodal. C'est entre l'oreillette et le nœud AV. Bien. Alors, question pour vérifier que vous avez bien compris. Est-ce que, très rare, est-ce que ces voies sont sensibles? Est-ce que ces tachycardies sont sensibles aux manœuvres vagales? Non. Non. Si. Oui, Pourquoi? parce que le nœud. Oui, Parce que le nœud AV est un passage Obligatoire. obligatoire. Ouais, ça ne descend pas une voie, ça traverse le nœud AV. En même temps que ça descend vers le ventricule, mais ça remonte à partir du nœud AV vers l'autre voie. Et donc, c'est des tachycardies à début à fin brusque, puisqu'une extrasystole les déclenche, et ça entraîne quoi? Une tachycardie à QRS fin, sensible à la striadine et aux manœuvres vagales. Bien. Sauf qu'il y a un problème. Lequel? C'est que je comprends qu'une voie accessoire donne des arythmies, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais le sinus coronaire, tout le monde en a un. Vous avez un sinus coronaire, vous ou pas? Oui. Bien. Oui, très bien. Mais est-ce que vous faites des tachycardies pas jonctionnelles? Non. Non. Alors, pourquoi vous ne faites pas des tachycardies par réentrée intranodale alors que vous avez un sinus coronaire? Le nœud sinusal. Non. La période sinusale, réfractaire des deux voies est la même normalement. Exactement, bravo. Parce que vous avez de la chance. Voilà, parce qu'en plus d'être jeune et beau, vous avez les deux voies qui conduisent au nœud AV, n'est-ce pas? Celles qui contournent le sinus coronaire en la même période réfractaire. Et donc, là, vous êtes protégé contre les tachycardies. Soit les deux sont bloqués, soit les deux conduisent. Voilà. Et là, vous êtes protégé contre ces tachycardies par réentrée atrionodale ou intranodale, si vous préférez. Mais il y a des personnes qui ont moins de chance que vous. Leurs deux voies d'accès au niveau du nœud AV n'ont pas la même période réfractaire. Et donc, ça constitue un circuit de réentrée. Et ça peut entraîner quoi alors? Des tachycardies jonctionnelles, sensibles aux manœuvres vagales. Est-ce que c'est clair? Oui. Docteur, Oui. cette différence de PR entre les deux voies, c'est pathologique ou c'est normal? C'est normal Alors, normalement. L'existence, non, l'existence des deux voies est normale, puisque c'est anatomique, mais la différence des périodes réfractaires entre les deux voies est pathologique. Et c'est celle-ci qui entraîne l'arythmie. C'est pour ça que l'arythmie n'est pas présente chez tout le monde. Est-ce que toi, tu fais des arythmies? Est-ce que tu fais des arythmies? Non. Alors, tu as un sinus coronaire, pourquoi toi, tu ne fais pas des arythmies? Parce que tes deux voies qui amènent au nœud AV, qui contrôlent le sinus coronaire, ont la même période réfractaire. Donc, est-ce qu'une extrasystole peut bloquer une et pas l'autre? Non. Non. Voilà. Et donc, voilà. Tu ne fais pas de tachycardie. Par contre, s'il y a un patient qui n'a pas cette chance, qui a ces deux voies d'accès au niveau du nœud AV, après réfractaire différentes, ça lui crée un circuit de réentrée. Une extrasystole peut initier la réentrée, entraînant une tachycardie jonctionnelle à QRS fin. Docteur, qu'est-ce qui fait qu'il y aura cette différence khalqan, constitutionnelle. Ah, d'accord. Voilà. Bien. Alors, ces tachycardies sont appelées en anglais réentrée intranodale. Voilà. Enfin, en anglais, sont appelées AVNRT. Voilà. Atrio-ventriculaire nodale, réentrée tachycardia. AVNRT. Bien. Attends, comme donc, une question pour... Hein? Oui. Oui. Me feriez-vous le plaisir de répondre correctement? Ou du moins, allez-vous essayer de le faire? Inch'Allah. Inch'Allah. Quels sont les deux diagnostics à évoquer devant une tachycardie à début et à fin brutale, n'est-ce pas? Faite de QRS fin, régulier, sans onde P visible et sensible aux manœuvres vagales et à la striadine.
Deux AVRT diagnostics. et AVNRT. AVRT orthodromique et AVNRT. Orthodromique, AVRT et antidromique. Non. Orthodromique, AVRT ou Orthodromique. AVNRT, exactement. Par contre, si celle-ci était à QRS large, mais sensible aux manœuvres vagales et à la striadine, ça serait quoi? Antidromique, AVRT. Exactement. Vous avez compris? Oui. Parfait. Allez, un petit cas. C'est le dernier. Hein. On finit avec ça. Allez, ça va être rigolo. Aïe. Une petite gorgée de café avant. On reprend notre souffle. Vous voyez? Tout le monde me voit? Oui. Alors, tout le monde va faire ça. Regardez, hein, faites ça. Faites-le. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, vous avez remis toutes les idées en place. Parfait. Alors, vous recevez un patient qui a des palpitations et qui vous décrit qu'il a fait des épisodes similaires à début et à fin brutal. Quel est le premier examen à réaliser? Un ECG. À l'ECG, vous trouvez une tachycardie régulière, AQRS large, monomorphe. Quelle est votre conduite à tenir? Première étape. Rechercher les paramètres en faveur d'une TV. Hein? Rechercher une dissociation atrioventriculaire ou Très des bien. complexes de fusion et de capture. Très bien. Avant cela, tu dois faire quelque chose d'encore plus important que cela. Tu dois juger de la bonne tolérance hémodynamique. Tolérance, oui. Exactement. Donc, vous allez chercher quoi? La pression artérielle. Systolique, exactement. Est-ce qu'il y a La des- notion de syncope ou d'omnibulation, c'est l'hypoperfusion cérébrale, ou notion, où vous avez examiné pour voir s'il y a un OAP ou un choc cardiogénique. Vous savez, l'un de ces trois signes, ben, on est obligé de la réduire immédiatement par quoi? Exactement. Voilà. Maintenant, l'absence de ces trois signes, il faut que les trois soient absents, vous dit que la tachycardie est finalement bien tolérée sur le plan hémodynamique. Et donc, vous faites quoi? La prochaine étape? Essayez de trouver un diagnostic électrique précis. Donc, vous cherchez quoi? Vas-y. Exactement. Voilà. Là, à ce moment, je cherche la dissociation. Est-ce qu'il y a des entrées visibles? Non. Non, normal, je ne les ai pas dessinés. Et donc, est-ce que ça vous aide, ça? Non. Très bien. Maintenant, quels sont les trois diagnostics à évoquer? Soit une TV, soit une TSD plus un bloc de branche. Quand vous dites TV, s'il vous plaît, quand vous dites TV, dites TV monomorphe, n'est-ce pas? TV monomorphe. Oui, soit TSV avec bloc de branche fonctionnel ou organique, soit antidromique AVRT, exactement. Bien. Très bien. Et donc là, on cherche la dissociation pour savoir si c'est une TV. Il n'y a pas d'onde P, donc on ne peut pas savoir si c'est une dissociation ou pas. Qu'est-ce qu'on cherche? Complexe. Phénomène de capture ou fusion. Capture ou fusion. Est-ce qu'il y a des captures de fusion? Non. Non. Même si j'ai dessiné mal, il n'y a ni capture ni fusion. Donc là, on est revenu au point de départ. On a toujours les trois diagnostics, on n'a pas avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Test thérapeutique. Test, exactement. Test diagnostique et peut-être même thérapeutique, parce que ça peut arrêter la tachycardie. À quoi? Soit les manœuvres vagales, soit la striadine. La manœuvre vagale, on commence toujours par les manœuvres vagales. Hein? Si ça ne marche pas, on donne la striadine. On dit classiquement que les manœuvres vagales, c'est la striadine du pauvre. Hein? Voilà. Quoique la striadine n'est pas chère du tout. C'est un médicament qui n'est pas cher du tout et qui est extrêmement utile. Allez, vous allez comprendre l'utilité. D'ailleurs, quelle est la meilleure preuve qu'il n'est pas cher et qu'il est très utile? On l'utilise en Algérie. On ne l'utilise pas. C'est qu'on ne l'utilise pas, on l'achète même pas en Algérie, malheureusement. Voilà. Vous voyez la bêtise de la tutelle. Voilà. Soit ils achètent des médicaments qui servent à rien, soit ils s'achètent des médicaments extrêmement chers.
Mais s'il y a un médicament qui est pas cher et qui est utile, on n'achète pas, malheureusement. Rappelez-vous, vous êtes dans un pays du tiers-monde. Et donc, si on injecte striadine, si dans un premier scénario, vous avez le premier cas, c'est quoi ça? Vous réussissez à lire? Non. Non. Très rare qu'il y a une annotation qui sort à chaque fois. Bon, je vais l'enlever tout à l'heure. Bien. Donc, si dans un premier cas, vous injectez de la striadine et ça lui fait rien, absolument rien. Ça en faveur de quoi? NTV, NTV, exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de la tachycardie est ventriculaire. Vous avez bloqué le nœud AV, mais comme le nœud AV ne participe pas au processus, eh ben, ça ne lui fait rien. On est d'accord? Oui. Exactement. Donc, si dans un second temps, on fait un autre scénario, regardez ce qui se passe. Hein. Striadine. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour au rythme sinusal. Exactement. La tachycardie s'arrête. Et donc, si elle s'arrête sous striadine, ça veut dire qu'elle est comment? Passe obligatoirement. Jonctionnelle. Ouais. Pourquoi? Parce que les tachycardies jonctionnelles sont par réentrée, soit atrioventriculaire, soit utilisant une voie accessoire. Voilà. Et là, puisqu'elle s'est arrêtée, et puisqu'elle a QRS large, c'est-à-dire c'est une antidromique AVRT. Ouais. Troisième scénario, celui-là est plus difficile. Hein. Striadine. L'IGIBO, le bon diagnostic, je vais l'embrasser. Répondez, n'ayez pas peur, vous êtes loin. C'est un ASV. Un quoi? AVNRT. Non. Alors, pourquoi pas VNRT? Parce que l'attaque ne s'est pas arrêtée. Elle a juste repris juste après. C'est pas ventriculaire ni jonctionnel, normalement atrial. Exactement, bravo. Bravo, atrial. Très bien. Mais alors, pourquoi les QRS larges? Parce qu'elle a un bloc de branche. Bloc de branche. Exactement. Et donc, qu'a fait la striadine à cette tachycardie atriale? Est-ce qu'elle a arrêté? Non. Elle a suspendu momentanément quoi? La conduction ventriculaire. Exactement, sa transmission vers le ventricule. Donc, si momentanément, elle suspend sa conduction vers le ventricule, il ne va pas y avoir de QRS. Et s'il n'y a pas de QRS, ça démasque quoi? Les ondes P. Les ondes P' de la tachycardie, qui vont avoir la même fréquence. Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais. Et donc, vous voyez que ce test à la striadine est extrêmement utile. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 3 comportements pour 3 cas de figure. Si vous avez une tachycardie QRS large, vous injectez la striadine, ça ne lui fait rien. C'est qu'elle est ventriculaire. Si en injectant la striadine, ça l'arrête complètement, c'est qu'elle est jonctionnelle. Si maintenant vous injectez la striadine et que ça retarde, ça suspend juste momentanément sa transmission vers les ventricules, qu'elle est comment? Ventriculaire. Et en le faisant, elle vous démasque les ondes P'. Vous me suivez? Docteur, je n'ai pas compris le troisième diagnostic. Très bien. Alors, imaginez, si vous n'avez pas compris, il faut imaginer autrement. Ça. Imaginez que j'ai une tachycardie auriculaire.
Auriculaire, elle est monofocale. Tachycardie atriale, monofocale. Elle est supraventriculaire ou la ventriculaire? Supraventriculaire. Et quels sont les critères? Tu les connais, entre P', qui précède chaque URS fin, tachycardie supérieure à 100, elle est régulière puisqu'il y a un seul foyer, n'est-ce pas? Donc, elle n'est pas de diagnostic difficile. On est d'accord? Et P', la même morphologie, puisqu'il y a un seul foyer, et elle est régulière. Est-ce que tu es d'accord jusqu'à maintenant? Oui, oui, docteur. Ben, dis-moi oui pour que je sache. Imaginons que cette même tachycardie atriale unifocale s'accompagne d'un bloc de branche fonctionnel. Il va y avoir quoi? P', mais QRS ou large par la suite? Large. Large. À cause de quoi? Du bloc de branche fonctionnel. Tu vas me dire, bon, elle est supraventriculaire. Oui, mais supraventriculaire avec bloc de branche, ça fait QRS large. Mais imagine qu'elle est tellement rapide que le QRS est large que les QRS larges te masquent les ondes P'. Elles sont là, mais elles sont masquées. Donc, toi, tu vas voir quoi? Ben, tu vas voir une tachycardie régulière, QRS large monomorphe. Tu me suis ou pas? Oui. Ouais, alors que finalement, c'est quoi au fond? C'est une TSE avec bloc de branche. En l'occurrence, tachycardie auriculaire avec bloc de branche. Fahmtni? Oui, c'est vrai. Très bien. Maintenant, imaginons que tu mets de la striadine à un patient qui est en sinusale. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va bloquer le nœud AV et tu vas avoir un BAV transitoire. On est d'accord? Oui. C'est-à-dire que la striadine fait quoi en rythme sinusal? Elle empêche momentanément, mais très brièvement, sa transmission de l'onde P sinusale vers le ventricule. C'est ça un BAV par définition. Oui. Femna, si maintenant, à cette tachycardie, j'injecte la striadine, donc j'ai bloqué le nœud AV pendant quelques cycles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai des QRS? Non. Non. Et si je n'ai pas de QRS, qu'est-ce qui me masquerait les ondes P'? Rien. Rien. Et donc, ça démasque les ondes P'. À quoi? À la même fréquence, puisque c'est eux qui donnent les QRS. C'est une tachycardie faite d'ondes P'. Très rare. Mais comme la striadine a un effet éphémère et que la conduction reprenne, la tachycardie reprend. Et donc, qu'a fait la striadine à cette tachycardie? Elle a momentanément suspendu sa transmission vers les ventricules. Tu me suis? Oui, oui. Très bien. Et donc, une tachycardie peut être comment? Auriculaire, jonctionnelle ou ventriculaire, on est d'accord? Oui. Applique la striadine à n'importe quelle tachycardie. Ça lui fait rien? Elle est comment? Ventriculaire. Ça l'arrête, c'est qu'elle est comment? Jonctionnelle. Puisque dans les tachycardies jonctionnelles, n'est-ce pas? Le nœud AV est un passage obligatoire. Ça suspend momentanément sa transmission vers le ventricule, c'est qu'elle est atriale. Atriale. Voilà. Vous voyez que la rythmologie, c'est pas compliqué du tout. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Moi, je pense que c'était le mot de la fin. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions? Et docteur, Oui. comment on peut différencier les deux types jonctionnels entre atrioventriculaire et la voie accessoire antidromique? Ben, écoute, quand la tachycardie s'arrête, généralement, ça démasque une voie accessoire. Voilà. Maintenant, il y a d'autres moyens, mais on ne va pas... Elle dit qu'en fait, ce n'est pas toute la rythmologie. On va faire 80%, ce qui est déjà pas mal. D'accord, merci. Mais au moins, est-ce que tu as compris déjà? Mais c'est extrêmement utile, hein, ce qu'on est en train de dire, que la striadine, déjà, te permet de différencier auriculaire, jonctionnel et ventriculaire. Oui. Et tu as compris comment? Oui. Ça, c'est extrêmement utile. Voilà. Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, relisez le Polycope Taschenthal et je pense que maintenant, vous avez assez d'éléments, assez de prérequis pour comprendre enfin ce mystérieux polycope. Margaritoche ou la Margaritoche? Non. Mais je vais la physiopathe, donc je ne les arythmies. Vous allez voir qu'il y a des phrases extrêmement obscures. Relisez-les avec les prérequis qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez voir que ça va peut-être
se simplifie. Hein. Peut-être, hein, mais bon, Docteur. rien n'est moins sûr non plus. Oui. C'est quoi la maladie de Bouvray? Ah, la maladie de Bouvray, c'est quelque chose de français. Parce que Bouvray, c'était français. D'ailleurs, il y a une rue à Montpellier qui s'appelle rue de Bouvray. Bouvray, c'est celui qui a un petit peu découvert la réentrée intranodale. Voilà. En fait, c'est pas vrai, c'est même pas lui, hein, parce que quand Bouvray pratiquait, il n'y avait même pas de CG. Donc, Bouvray a décrit quoi? Bouvray a décrit des tachycardies à début à fin brutales. C'est tout. Ce qu'on appelle maladie de Bouvray. Bah, les Français, c'est un Français qui a découvert les tachycardies par réentrée intranodale, donc on va les appeler maladie de Bouvray. C'est tout. C'est les Français qui veulent se mettre en façade. Ah, c'est quoi la cardioversion cardiaque, c'est ça? والله ما نعرفش la cardioversion cardiaque. والله اللهم زدني علما. قولوا امين. Je ne connais pas. Ah, électrique. Moi, cardioversion électrique, très bien. Cardioversion, c'est le choc électrique. Quand vous appliquez un choc électrique pour arrêter une tachycardie, n'importe laquelle, on parle de cardioversion. Quand vous appliquez un choc électrique pour arrêter une fibrillation ventriculaire, on parle de quoi? D'une défibrillation. Voilà. C'est-à-dire appliquer un choc signifie faire une cardioversion électrique. Sauf même pour la FA, sauf en cas de fibrillation ventriculaire ou dans ce cas-là, le choc s'appelle une défibrillation. C'est bon? Docteur, Oui. pourquoi nous, on n'augmente pas la fréquence cardiaque et la vitesse de la réentrée, on augmente la vitesse de la réentrée avec l'augmentation de la fréquence cardiaque par le nœud sinusal? Waouh, elle qu'elle était à quelque part. Non? Être tu l'as deviné toute seule. Oui. Waouh. Tu m'impressionnes. Sincèrement, tu m'impressionnes. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible. On peut arrêter une tachycardie en stimulant le cœur grâce à une sonde de stimulation à une fréquence plus rapide. Ouais. C'est ce que tu voulais dire un peu. Oui. Ouais, bravo d'avoir deviné ça. Franchement, donc avec une méthode instrumentale, non médicamenteuse. Exactement, oui. Ouais, ouais. Ça s'appelle merci. de l'ATP. Anti-tachycardia pacing. Bravo. Tu es sûr que tu n'as pas lu quelque part, tu l'as juste deviné. Oui. Là, vous êtes des génies, Allah ybarak. Allah ybarak. Je suis très, très impressionné. Allah yahfidek min al-ayn. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu plus facile, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que la conduite à tenir au long cours va changer en fonction du foyer de l'arythmie? Enfin, de Oui, ce qu'on bien vient de sûr. faire, Donc, quoi. ça, ce qu'on a vu, par exemple, le test à la striadine, tout ça, hein, ça peut être le traitement aigu. Ensuite, si j'ai un Wolf, la méthode la plus efficace pour traiter ça en long cours, c'est l'ablation. Alors, même pour la réentrée intranodale, je peux aussi l'ablater. Comment ablater? C'est-à-dire, je vais prendre une sonde d'ablation, le sinus coronaire, et je vais brûler l'une des deux voies. Voilà. Je vais la brûler, je vais créer de la fibrose. Elle ne conduit plus, il y a une seule voie. J'ai réglé le problème. Comment guérir d'un Wolf Parkinson White? Appliquer une sonde d'ablation, délivrer un courant de radiofréquence, ça brûle des tissus, hop, la voie s'arrête. C'est bon? Oui. Donc, pour tous les foyers arythmogènes comme ça, enfin chroniques et qui donnent une mauvaise tolérance, il faudra les ablater. Donc, l'ablation a pris énormément c'est très très bien développé, si bien qu'actuellement, la plupart des arythmies sont accessibles à une ablation. Docteur, Oui. la striadine, le nœud sinusal, il n'est pas sensible à la striadine? Si, la striadine, elle bloque le nœud AV, mais d'une manière extrêmement temporaire. Le nœud sinusal, non. Si, un peu, oui, un peu. Il peut être sensible, effectivement. Ouais. Et donc, docteur, pourquoi on a des ondes de paix dans ce cas-là? Normalement, on a une asystolie. C'est vrai. On va dire peut-être que même Alice, une asystolie, attention. Asystolie, je vous rappelle, c'est quoi? C'est l'absence d'activité électrique ventriculaire. Dans ce cas-là, on aura un tracé plat. Oui, un tracé plat. C'est possible. Mais même si tu as un tracé plat, ça arrête quand même la tachycardie.
D'accord, merci. D'accord. Peut-être que la striadine agit davantage sur le nœud AV que sur le nœud sinusal, par exemple. D'accord, merci. Donc, Parfait. Écoutez, là, j'aurais aimé prolonger un petit peu les questions-réponses, mais là, normalement, on a le colloque à midi. Je me rends compte qu'il est midi 20. Je vais me faire tirer les oreilles par mon chef de service. Donc là, je suis obligé d'y aller. Bien, en vous remerciant tous de votre venue. Et puis, on continuera. Je vous informerai du reste. Alors, est-ce qu'il y a, juste avant de partir, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport au... Non, toujours pas. Hein. Toujours Non. pas. Parfait. Rien. Ça va se décider dimanche finalement. Ça va se décider dimanche. Oui, ils ont fait une réunion hier. Ils ont dit que le programme va être changé. Mais de bien. quelle manière ça va être changé, ça j'en ai aucune idée. Donc, ils ont fait une réunion hier pour dire que finalement, ils vont se réunir dimanche. On n'a même pas été informé. Le délégué a appelé ce matin le professeur Etienne, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu, C'est mais un peu dans l'embarras, professeur iTunes. voilà. Mais il y a une source qui m'a dit que pour les 4e années, le programme va être changé, qu'il y a un programme proposé. Parfait. Ça comment exactement, là, je ne sais pas. Très bien. Là, si tu as des informations, tu me tiens au courant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et entre-temps, on continuera notre navigation à la vue. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bon appétit à tous et à une merci, prochaine fois. docteur. Merci, docteur. Allez, au revoir. Au revoir. Bon appétit. Merci.